Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Que vous soyez fasciné par Zlatan Ibrahimovic qui a un jour déclaré être venu en MLS comme à Lyon et reparti comme une légende et affirmé que la MLS avait eu de la chance qu'il choisisse d'y jouer, ou simplement curieux de plonger dans l'univers du soccer nord-américain, vous êtes au bon endroit. Alors, attachez vos crampons et préparez-vous pour un voyage au cœur de la Major League Soccer. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de MLS Time. Une semaine où les clubs ont démarré les matchs de préparation. Alors on a vu quelques compos passer sur les réseaux sociaux, on voit que c'est encore clairsemé, que tous les top joueurs ne sont pas encore revenus. Mais ça prend forme, on est à un mois de la reprise de la MLS. Donc le mercato c'est encore le gros de l'activité, mais ça commence un petit peu plus à ressembler à quelque chose au niveau des effectifs. Aujourd'hui, on va principalement parler en effet de mercato, mais avant de partir dans le mercato, je voulais, alors j'ai eu quelques questions sur, vous savez, les musiques que je peux mettre des fois en introduction. Alors il se trouve que ce sont des musiques des clubs de MLS lorsqu'ils entrent sur le terrain ou lorsque tout simplement ils mettent un but. Donc voilà, aujourd'hui par exemple, je vous mets celle de Dallas. Comme je vous le disais, avant d'aller tout de suite sur le mercato, qui est le gros de l'activité en MLS, j'aurais voulu faire un petit point avec vous pour vous parler justement un peu plus globalement de la MLS au niveau du mercato. Il se trouve qu'alors il y a un document qui est sorti hier. La MLS est la quatrième ligue la plus dépensière sur ce mercato d'hiver pour l'instant. Elle a dépensé 92 millions d'euros et se trouve juste derrière la Ligue 1 avec 124 millions, le Brasileiro à 141 millions et bien sûr l'ogre de Première Ligue avec presque 300 millions de dépenses sur ce mercato. Et on a également un document très intéressant qui répertorie en fait tous les joueurs de la CONCACAF, donc principalement la Liga MX au Mexique et la MLS. Et il se trouve que dans les 10 joueurs les plus cotés sur ces deux divisions principales rassemblées, il y a 9 joueurs dans le top 10 qui sont des joueurs de MLS qui sont les plus valorisés. Et le dixième, il se trouve que c'est Georgios Giakoumakis qui a joué en MLS et qui maintenant est à Cruz Azul. Le joueur qui a la plus grosse valeur marchande aujourd'hui selon la CONCACAF est Riqui Puig avec un petit peu plus de 20 millions, 20,2 millions pour être précis. En deuxième, on retrouve Léo Messi avec 20 millions malgré son âge. C'est un joueur, bon, de toute façon, qui aura toujours une valeur marchande. Et ensuite vient Cucho, troisième, à 18 millions. Evander, 14 millions, quatrième. Ensuite, on a Gabriel Peck à 12 millions et son collègue Joseph Paintsil qui joue sur l'aile de l'autre côté à LA Galaxy pour 11 millions. Puis Miranchuk, Bogouz et Denis Bouanga 9e avec 10 millions. Une fois qu'on a fait ce petit récap, on attaque tout de suite sur ce qui vous intéresse. La semaine dernière, je vous avais parlé, on va mettre fin tout de suite au débat, c'était Neymar qui avait été approché par Chicago, mais Neymar a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas aller à Chicago. Et son retour à Santos est en train de se ficeler, donc Neymar ne viendra certainement pas en MLS à moins d'un retournement de situation. C'est des choses qui peuvent arriver, mais pour l'instant, c'est Santos qui tient la corde, son club formateur. Je vous disais également la semaine dernière, au propos de Philadelphie, qu'ils avaient été interdits de recrutement pour les 3 prochaines fenêtres de mercato. Leur coach Bradley Carnell a dit en conférence de presse cette semaine que cela a été résolu. Donc je pense qu'on va avoir quelques mouvements du côté de Philadelphie qui en a besoin, même s'ils ont un 11 très solide. Je trouve qu'il manque de profondeur, donc ne soyez pas étonnés si on voit que ça bouge du côté de Philadelphie. Et on passe du côté de Columbus, où je vous en ai parlé la semaine dernière. Cucho Hernandez a indiqué qu'il voulait rester au club. Il a envoyé paître les amis brésiliens de Botafogo. En même temps, vu le bourbier que ça a l'air de prendre du côté de Botafogo et de la Galaxie gérée par Textor, ça donne pas trop envie. Mais par contre, Cucho, il veut un nouveau contrat. Je le rappelle, il touche 2,83 millions selon les statuts de la MLSPA.
Et il y a un de ses compères d'attaque par contre qui risque de s'en aller, c'est Christian Ramirez. Il y a une forte pression de l'América de Cali qui souhaite vraiment le recruter. Donc apparemment le joueur serait OK pour les rejoindre. Et ça chercherait à résilier un peu le contrat du côté de Columbus ou de trouver une solution de départ. Donc voilà, apparemment il y a une belle offre qui a été faite au joueur. Et donc à lui maintenant de voir avec Columbus comment il peut s'arranger. Columbus, comme je vous le disais, il y a eu pas mal d'activités puisqu'ils ont également reçu des offres d'un club européen pour Aziel Jackson qu'ils ont recruté cet été en provenance de Saint-Louis. Alors le jeune joueur voudrait partir, son contrat il expire à la fin de la saison. Bon, assez complexe dans ces cas-là quand le joueur ne va sûrement pas prolonger, qu'il y a une belle offre en Europe. On rappelle, hein, dès qu'on approche des 10 millions, on est sur des gros transferts du côté de la MLS. Donc là, même si j'ai pas de montant sur l'offre, mais imaginez que c'est 1 ou 2 millions. Voilà, c'est une belle entrée d'argent quand même pour un très jeune joueur qui a montré de belles choses, qui est prometteur. Et Columbus, voilà, à suivre ce qui se fera. On a eu aussi quelques infos sur Inestrosa, où ça semblait capoter du côté de l'Atlético Nacional. Il était revenu à la pré-saison. Apparemment, ils sont revenus à la charge avec une offre d'1,5 million. C'est à peu près ce qu'attendait Columbus. Columbus a dit qu'ils étaient OK, tout semble ficelé, il reste plus que les examens médicaux et il devrait signer un contrat de 3 ans. Et intéressant, c'est que Columbus garderait 50% en cas d'une future revente donc, de ses droits. Voilà, une belle opération, un joueur j'aimais plutôt bien hein, pour finir les matchs. Mais bon, écoutez, dans le système de piston que Wilfried Nancy utilise, c'est un joueur un petit peu plus type ailier, donc pas évident de l'adapter. Attaquons maintenant Atlanta, où la semaine dernière, je vous avais parlé qu'au niveau des attaquants, ça bougeait énormément. Je vous parlais également d'Emmanuel Latlat de Middlesbrough. Ça semblait assez proche, c'est toujours d'actu, mais Tom Bogert nous a rapporté que ça coinçait un petit peu au niveau du transfert. Apparemment, les clubs se sont mis OK sur 22 millions de dollars. Mais il n'y aurait pas un accord entre toutes les parties. Que de ce que j'ai compris, Atlanta n'aurait pas d'accord encore avec le joueur. Bon, moi je vous avoue que si ça se fait pas en tant que supporter de l'Atlanta, je serais plutôt satisfait. Alors ça c'est rien que mon avis, mais 22 millions, ce serait le plus gros transfert de l'histoire de la MLS, comme je le rappelle, entrant. Mais enfin, pour moi, voilà, c'est un joueur. Alors 2023-2024 en Championship où il joue 50 000 matchs dans la saison, c'est 30 matchs, 16 buts, ça fait pas rêver. Et cette saison, donc il est à 28 matchs, 11 buts. Et avant ça, à 26 ans, c'est un peu le néant. Bon, une saison en Suisse à Saint-Gallen, 14 buts en 31 matchs. Mais franchement, c'est surpayé. Enfin, moi, il me fait pas rêver son CV au joueur, hein, parce que j'ai regardé un peu avant son passage en Suisse, c'est quand même chaotique. Alors oui, je pense qu'en MLS, ça devrait faire, mais il y a mieux à trouver pour moi en Europe, sachant qu'on apprend que Hudson Edouard également, à qui ils avaient fait une offre, lui, il a clairement dit qu'il voulait pas y aller. Donc c'était une offre d'à peu près 16 millions d'euros. Et cette offre, du coup, vu qu'Hudson Edouard leur a dit non, Atlanta, ils l'ont reporté. Donc de ce qu'on nous dit sur Arthur Cabral, l'attaquant de Benfica. Ce serait une offre selon Record de 16 millions fixes plus 2 millions de variables. Atlanta veut absolument un neuf, j'ai l'impression qu'ils veulent faire péter la banque, mais Emmanuel Latlat, Hudson Edouard et Arthur Cabral, il n'y en a pas un seul qui me fait forcément rêver. C'est des attaquants qui sont un peu en échec, on va dire, en Europe, hormis l'Atlat, mais bon, c'est un joueur qui joue qu'en Championship. C'est compliqué de suivre où Atlanta veut aller, sachant qu'en plus, Eddie Howe a parlé d'Almiron en disant que c'était un joueur important pour lui et qui comptait dessus. On n'a pas trop de news sur le transfert. C'est toujours d'actualité de ce que nous dit Tom Bogert sur Emmanuel Latlat et Almiron, mais on n'a pas de dénouement. Ça fait quelques semaines où on nous dit que c'est tout proche. Mais voilà, Emmanuel Latlat et Almiron, c'est toujours en attente. Et puis on a donc la rumeur Arthur Cabral qui est arrivé cette semaine. Écoutez, affaire à suivre du côté de l'Atlanta, mais ce qui est sûr, c'est le coach a dit que le mercato ne faisait que débuter pour eux. Donc je pense ils vont être actifs sur la deuxième partie de la pré-saison. Il reste un mois pour se renforcer. Affaire à suivre. On passe maintenant à Orlando. Donc Orlando a validé déjà l'arrivée de l'ailier Nicolas Rodriguez de Fortaleza. Il signe donc à l'initiative U22 jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. De ce qu'on m'en a dit, c'est plutôt intéressant. Un joueur qui a pas mal de bons matchs au Brasileiro, donc à suivre. Je pense que ça peut être pas mal. On a également appris que Duncan McGuire
devrait renégocier et avoir un DP, alors ce qui paraît totalement fou quand on voit que aujourd'hui il est blessé, Ramiro Henrique lui est un petit peu passé devant en fin de saison, même il lui est passé devant en fin de saison, et du coup cette rumeur comme quoi il aura un DP a été démentie par Tom Bogert. Voilà, Tom est toujours là, je le rappelle, suivez-le, il est toujours là pour donner la bonne info, c'est toujours très renseigné, il attend tout le temps de parler au bon moment et être sûr. Il nous a du coup ce même Tom Bogert rappelé que Orlando serait sur le joueur Marco Pasalis qui joue en Croatie à Rijeka. Alors, ça semblait être bien avancé, mais il y aurait pour le moment aucun accord et Orlando perdrait un peu son calme et sa patience et ils auraient dit qu'ils veulent passer à autre chose et d'autres cibles. Mais si jamais il vient signer, ce serait en tant que DP. On a eu aussi, toujours du côté d'Orlando, la rumeur comme quoi César Arroyo, le milieu, signerait un national en Uruguay, mais Orlando a fait comprendre qu'il n'était pas vendeur et ça se fera sûrement pas. On note également Martino Yeda, donc qui est un peu la pièce maîtresse du milieu de terrain. Enfin, moi j'aime beaucoup ce joueur. Il est en fin de contrat en décembre 2025 et pour l'instant il y aurait zéro discussion pour prolonger son contrat. Il a une petite valeur marchande quand même non négligeable. Estudiantes en Argentine aurait manifesté son intérêt et par contre Orlando a dit ils sont à l'écoute mais que pour une vente sèche. Voilà, valeur marchande, si on peut récupérer un peu de millions, ils vont le faire. Et enfin, on va terminer avec une info qui est sortie hier, donc aujourd'hui on est le 25 janvier, donc le 24 janvier, il y aurait une rumeur selon laquelle Orlando il serait dans des négociations avancées pour recruter l'attaquant Alex Zendejas, qui joue au Club América, donc international américain, qui a quelques sélections, et il l'aurait ciblé en tant que remplaçant de Facundo Torres. Voilà. Donc Orlando, ça commence à bouger pas mal. Je pense qu'on y verra plus clair à la fin de la semaine prochaine, puisqu'il y a pas mal de dossiers sur le feu. Autre équipe de l'Est qui est très active sur ce mercato, qui se reconstruit bien, vous savez de qui je parle, c'est Chicago. Chicago, donc, qui après Zinkernagel a validé l'arrivée de Jonathan Bamba, donc je pense que Zinkernagel jouera sur une aile et Bamba de l'autre côté. Un contrat jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. Il signe comme DP, environ 2 millions de dollars de dépensés pour le recruter du Celta Vigo. Alors c'est vrai que j'ai émis sur les réseaux que j'étais un peu sceptique quand même concernant Jonathan Bamba, mais pas mal m'ont rappelé, ouais, regarde, c'est un peu un style Bouanga. En effet, je vous l'accorde, ouais, on est un peu sur un dynamiteur, et je pense qu'en MLS, il va vite trouver ses marques, ça va bien lui correspondre, le jeu de la MLS en transition, sur des phases assez rapides, c'est un joueur qui est vraiment très dynamique, et quand on se souvient un peu ce qu'il a fait à Lille, c'est quand même très très intéressant, je pense, une belle recrue pour Chicago. Chicago, par contre, qui aurait un petit sujet au niveau de Chris Brady. Alors rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Mais Chris Brady, donc le très jeune bon gardien, qui espère avoir un nouveau contrat, mais il n'y a pas de conversation pour le moment. On a appris donc que Brady gagnait 248 000 euros par an. Alors vous allez vous dire, ok, bon, c'est déjà un beau salaire en MLS, oui, mais par contre c'est le gardien de but le titulaire, le moins bien payé de MLS. Alors quand on sait le nombre de buts qu'il peut éviter à son équipe, et qu'il a une belle valeur marchande, moi je lui remettrai un contrat assez sympa, quoi, une petite revalorisation. On est sur un joueur formé au club, un peu qui avait pris la suite de Slonina et qui est un peu plus du même niveau. Et franchement, non, non, je pense qu'il devrait lui donner un meilleur contrat et de garder ce très jeune bon gardien. Et Chicago a aussi validé l'arrivée de Rominiguez Kwame de Cadix. Alors c'est un prêt avec une option d'achat très malin, donc un milieu international malien, Rominiguez Kwame qui arrive. On voit un Chicago qui est en train de vraiment reconstruire une grosse équipe. Et Greg Berhalter, donc l'ancien sélectionneur des États-Unis qui est désormais leur coach, a déclaré cette semaine qu'il cherchait par contre une solution pour transférer Arnaud Souquet, le français. C'est pourquoi en fait il a été absent ces derniers jours, qu'il n'a pas participé au premier match de préparation. Donc voilà, Arnaud Souquet semble être sur le départ et il chercherait une porte de sortie du côté de Chicago. Passons maintenant à Cincinnati. Cincinnati qui a du mal à gérer ses stars hein, dans ce mercato. Bon, ça se résout un petit peu puisque Luca Orellano, qui n'était pas encore revenu, il s'est présenté à Cincinnati pour la pré-saison. Son transfert à Cruz Azul s'est terminé. Cincinnati a été ferme. Ils lui ont dit non, tu ne partiras pas pendant cette intersaison. Tu resteras. Donc le joueur, ils lui ont dit tu reviens, il est revenu. Fin des discussions avec Cruz Azul. C'était une belle offre quand même de 6,5 millions, mais je pense que Cincinnati a, avec les comportements qu'ont certains de leurs bons joueurs, a tapé du poing sur la table et ils ont eu bien raison en leur demandant de revenir.
Barreal Santos, je vous le disais l'autre jour, donc ça a été officialisé. Alors, ce qui est cool, c'est que, vous voyez, un joueur qui la rend bien à son club, il a prolongé avec Cincinnati jusqu'en 2026. Comme ça, Santos, en fait, ils vont payer les frais de prêt, donc 300 000 dollars. Et il y a une obligation d'achat s'il joue 65% des matchs à 4 millions de dollars. Moi, je la vois venir, l'histoire, c'est que le joueur, quand il va avoir joué 60% des matchs, si Santos n'est pas forcément sûr de le garder, il va faire banquette. Je trouve ça un petit peu tordu, mais bon, il y a une belle obligation d'achat à 4 millions hein, pour Barreal. Faire à suivre, mais je suis pas persuadé que s'il a pas donné satisfaction à Cruzeiro, qui donne forcément satisfaction du côté de Santos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Neymar signe la balle, Varro Barreal jouera avec Neymar, enfin jouera, si Neymar est encore un footballeur, puisque ça a l'air plutôt compliqué ces derniers mois, dernière saison. Cincinnati, on nous a dit qu'ils étaient en discussion avec Gilberto Flores de Libertad. Alors, ça devrait se finaliser puisqu'ils ont été pas mal actifs sur le plan défensif et ils ont également finalisé l'arrivée du Danois Luca Engel en prêt de Middlesbrough. Il les rejoint jusqu'en décembre 2025 avec une option d'achat. Je vous disais tout à l'heure que Cincinnati avait du mal à gérer ses stars. Donc, Lucho Acosta, on nous a dit cette semaine qu'il devait arriver normalement d'ici la fin de semaine en Floride pour rejoindre l'équipe. Il aurait passé donc tous ses tests médicaux à Cincinnati et il devrait donc désormais rejoindre l'équipe en Floride. Donc on part sur un Lucho Acosta qui devrait vraisemblablement rester à Cincinnati. Et donc on partirait sur une attaque qui pourrait être assez incroyable avec Kevin Denke, plus Lucas Orellano. Franchement, j'ai hâte de voir ce trio devant du côté de Cincinnati. Par contre, il y a un autre joueur qui se prend pour une star, mais qui n'en est pas, c'est Yuya Kubo, où il n'y a toujours pas de traces. Donc lui, il a pas décidé de revenir, et il ne reviendra pas. On rappelle un ancien DP qui n'a pas forcément donné satisfaction. Un peu le couteau suisse, ça n'a jamais été très très plat son histoire à Cincinnati, et lui, il est toujours pas revenu, et Pat Noonan n'avait pas l'air très très content en conférence de presse. Et enfin, ouais, on nous a dit que Cincinnati avait récupéré 175 000 gammes en laissant le droit à Portland de négocier lors du transfert de Kelsey. On sait que le joueur était en prêt du côté de Cincinnati l'année dernière, donc ils avaient les droits, on va dire, de négociation sur le joueur. Et ils ont récupéré 175 000 dollars en laissant Portland négocier avec. Enfin, vous voyez, c'est le système de la MLS, comme je l'expliquais dans l'épisode 1. C'est les droits de découverte. Donc Cincinnati les avait gardés et ils les ont vendus à Portland. 175 000 dollars de récupérer pour que Portland puisse recruter Kelsey. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, on va dire. 175 000 gammes, c'est le prix d'une place internationale. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, on voit des fois, là on a vu Miami qui a récupéré une place internationale, je crois un petit peu plus cher, ils l'ont payé 200 000 gammes, mais en fait bon, ça vous permet d'acheter des places internationales souvent à d'autres équipes qui en ont en trop. C'était 150 000 gammes le prix l'année dernière, là c'est 175 000 ou 200 000. En fait, ça dépend un peu ce qui va être négocié, mais je pense que voilà, ça se cale sur l'augmentation, le pourcentage d'augmentation des gammes qui sont données chaque saison. Passons maintenant à Austin. Alors Austin qui a bien avancé hein, dans son mercato. On a eu l'officialisation de Udzini qui était dans les tuyaux, hein. Donc Austin a validé la clause libératoire à 12,3 millions de dollars. Énorme transfert, hein. On rentre dans le top 10 des plus gros transferts de la MLS. Sa visite médicale a été effectuée cette semaine et donc il s'est engagé du côté de Austin. Bezard Zabovic a également signé. Donc lui, il était laissé libre par Djurgården et il arrive libre. Donc un milieu défensif pour faire la paire avec Ilie Sanchez et pallier un peu le départ d'Alex Ring. Il signe jusqu'en 2027 avec une option pour 2028 et de ce qu'on m'a dit, c'est plutôt intéressant comme joueur. Passons du côté de New York désormais. Alors New York, on a appris en début de semaine que Monsef Bakrar, leur attaquant, il susciterait un peu d'intérêt du côté de la Croatie puisqu'il y a 3 clubs, dont Dinamo Zagreb, le gros club, l'autre gros club, l'Hajduk Split, et Rijeka qui serait un peu intéressé par ce joueur. Et Rijeka, on nous dit qu'ils auraient fait une offre de 2 millions d'euros et New York l'aurait refusé. Bon, Monsef Bakrar, qui moi il me fait pas forcément rêver, c'est pas un joueur exceptionnel, un attaquant qui est pas trop au rendez-vous au niveau stats et qui est pas au rendez-vous des attentes tout simplement. Donc je pense que la porte pourrait s'ouvrir pour lui s'il y a un éventuel départ à prévoir. On reste du côté de New York, mais cette fois chez les Red Bull. Donc Tolkien est parti et on nous a dit en début de semaine que les Red Bull New York étaient déjà en train de négocier pour un arrière-gauche. Donc c'est Maurice Neubauer qui joue en Allemagne. On n'a pas eu de nouvelles depuis, mais on a affaire à suivre.
Dante Van Zer, l'attaquant, ça faisait quelque temps où on disait qu'il allait retourner en Belgique et il s'engage au KAA Gent. C'est bouclé, on l'a dit hier, donc le 24 janvier. Et juste avant que je démarre le podcast, j'ai appris une info, enfin j'ai vu une info de Santi Aouna, comme quoi les Red Bull New York discuteraient avec Timo Werner. Alors Timo Werner, l'attaquant que beaucoup connaissent certainement. Écoutez, Timo Werner, moi je l'ai jamais vu bon depuis qu'il est parti de Bundesliga, à part sur FIFA et sur FUT parce qu'il était cheaté au niveau de la vitesse. C'est pas un joueur qui me fait rêver, je vous avoue que, bon, il a été dans la galaxie Red Bull, ouais, j'ai même pas envie de m'attarder sur ce joueur puisque pour moi, même à 28 ans, il est déjà un peu fané. Ce n'est que mon avis, hein. Certains vont peut-être avoir un autre avis en se disant que oui, en effet, il a un profil MLS compatible de dynamiteur, mais quand je vois qu'il est tout le temps dans des équipes dominantes, qu'il s'impose jamais et que quand il joue, c'est une catastrophe, voilà. Il me fait pas rêver, Timo Werner, et bon. En plus, ça veut dire que les Red Bull New York, s'ils le signent, ce sera en DP, donc je pense que c'est. Ouais, c'est affaire à suivre sur Timo Werner. Et on a appris du côté des Red Bull New York cette semaine que Ryan Meara, donc le gardien, la doublure de Coronel, mettait fin à sa carrière professionnelle après 12 saisons jouées au club. Voilà, une belle carrière de MLS. Il a rendu de beaux services à chaque fois que Coronel a été en sélection ou les gardiens d'avant. Donc Meara qui prend sa retraite. On arrive à Dallas, donc Dallas où ça a pas mal bougé offensivement et même défensivement. Ils ont perdu Tafari qui est parti cette semaine à LAFC, on y viendra plus tard. Devant, ils ont perdu donc Alan Velasco qui est parti à Boca, ça a été officialisé. Ils récupèrent quand même 10 millions avec 2 millions en option, hein, et ils gardent 15% à la revente. Pour un joueur qui s'est fait les croiser, comme j'ai déjà dit, c'est une belle vente, ils ont bien fait de prendre l'argent. Ils ont également perdu donc Jesus Ferreira et Paul Arriola qui sont tous les deux partis du côté de Seattle. Et on nous a rapporté en début de semaine, alors il n'y a pas une nouvelle info depuis, que Petar Musa intéresserait l'AC Milan, l'attaquant qui a été très bon cette saison. Alors Dallas l'a dit, hein, de toute façon ils attendent pas en dessous de 18 millions d'euros. Il y avait déjà eu Nottingham Forest et Leicester qui étaient intéressés, mais ça n'a pas donné suite, donc apparemment le Milan AC sera intéressé. Bon, à faire à suivre, à prendre avec des pincettes. Ils ont prolongé par contre quelque chose intéressante, l'attaquant Logan Farrington jusqu'en 2027 et des options pour 2028-2029. Il a montré de très belles choses cette saison lorsqu'il a joué. Je trouve que c'est un joueur qui va être à surveiller cette saison avec les départs d'Ariola et de Jesus Ferreira. Et pour finir, il y a eu quelque chose d'un peu fou qui est sorti, c'est qu'on nous a dit que Dallas aurait fait une offre de 12 millions à Portland pour Evander. Donc je vous en parlais la semaine dernière, qu'il y avait les trades en cash qui étaient sortis. Et du coup, bah, Dallas serait le club le plus intéressé puisqu'ils ont fait une offre de 12 millions, mais il y aurait d'autres clubs intéressés. Affaire à suivre concernant Evander, qui est toujours au Brésil et n'a pas donné signe à la pré-saison de Portland. On passe désormais à Charlotte. Alors Charlotte, vous le voyez, hein, toutes les semaines il y a des signatures. C'est un petit peu comme Chicago, même si eux le projet est un peu plus solide déjà avec la saison précédente. Charlotte qui a officialisé donc l'arrivée de Wilfried Zaha. Il signe donc en prêt depuis Galatasaray. Alors ceux qui se disent mais il était à Lyon, oui en fait il appartenait à Galatasaray qui l'a rappelé et qui l'a reprêté ensuite à Charlotte. Alors on nous disait au début que c'était un prêt jusqu'à la fin de son contrat à Galatasaray. C'est un petit peu plus technique que ça, mais bon c'est à peu près ça puisque c'est un prêt de 12 mois, donc jusqu'à la fin de saison et avec une possibilité de prolonger de 6 mois. Donc ça veut dire qu'il a un prêt garanti jusqu'à la fin 2025 et ils peuvent prolonger jusqu'au mois de juin. Donc ça l'emmène jusqu'à la fin de la durée de contrat à Galatasaray. Mais du coup, ça veut dire que si dans la fin de saison, il n'a pas donné satisfaction, bah, c'est très intelligent. Charlotte peut s'en séparer et il signe quand même en tant que DP. En parlant de DP, on a vu le départ donc de Karol Swiderski au Panathinaikos pour un peu plus de 2 millions de dollars qui libère donc une place de DP et qui va permettre à Charlotte d'aller en chercher un nouveau, tout simplement, sachant qu'en plus leur coach Dean Smith a dit qu'il cherchait toujours un attaquant dans cette fenêtre de mercato et également ajouter d'autres joueurs. Donc Charlotte qui n'a pas du tout fini de recruter d'après ce que nous dit le coach sur cette fenêtre de transfert. Allons du côté de l'équipe d'expansion, donc San Diego, je vous disais la semaine dernière, ça a pas mal bougé. Et donc l'entraîneur Mickey Varas, il nous a dit qu'il serait à la recherche d'un DP, que c'est pas un secret et qu'il cherche un ailier droit et un numéro 10 pour compléter le groupe. Au-delà de ça, donc ils ont validé, comme beaucoup l'ont vu, l'arrivée d'Anders Dreyer qui était donc à Anderlecht. Il signe en tant que DP un contrat de 3 ans, un transfert de 5 millions d'euros avec 500 000 euros de bonus suivant les performances.
et il aurait un salaire d'environ 2,3 millions de dollars garanti avec quelques bonus possibles. Et ils ont également validé l'arrivée de l'international américain dont je vous parlais la semaine dernière, Luca De La Torre, un prêt avec option d'achat depuis le Celta Vigo. Très intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, ils cherchent un neuf, hein. Il y a eu le nom de Gignac qui est sorti, Rui Diaz, et c'est Miguel Borja qui est revenu cette semaine. Donc, lui, Miguel Borja, je vous avais déjà dit dans les précédents podcasts, il sort à peu près dans tous les clubs de MLS, dans les rumeurs. Je pense qu'ils veulent tous le recruter, mais il est toujours à River, et d'après ce qu'on nous a dit, ça serait compliqué de le faire bouger. On reste sur les attaquants, mais on va passer du côté de Houston. Alors Houston qui a racheté le contrat de Sebastián Ferreira, qui devrait partir du côté du Cerro Porteño, c'est au Paraguay, qui veut dire que c'était le dernier DP de Houston en activité, et que Houston a 3 emplacements DP libres, donc à surveiller sur ce mois avant la reprise, puisque Houston va pouvoir signer 3 DP. Alors, il finalisera actuellement le prêt d'un défenseur de 20 ans, donc Felipe Andrade, qui a 27 matchs avec Fluminense. Mais voilà, au niveau du milieu, c'est encore un peu le flou, même sur l'attaque. Voilà, Houston, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'infos, pas beaucoup de rumeurs mercato. Je pense que ça bosse un petit peu en sous-marin et que ça va sortir tout d'un coup. On l'a vu sur d'autres équipes, hein, l'AFC, on va y arriver après, où ça s'est tout décanté cette semaine, comme ils le font habituellement. Je tiens à dire un petit mot sur un joueur, par contre, du côté de Houston, c'est Steve Clark. Parce que Steve Clark, je comprends pas. En fait, ils l'ont pas prolongé. Il était quand même très performant. Il n'y a aucun club de MLS qui semble s'être mis dessus. J'ai pas vu une seule info sur Steve Clark. Donc voilà, je vois San Diego qui a 3 gardiens très moyens, on ne sait pas qui est le numéro un. Je me dis, bah écoutez, vous pourriez éventuellement vous prendre un Steve Clark qui, malgré ses 38 ans, reste encore très performant et un cadre dans une équipe. Minnesota qui a été assez timoré sur ce début de mercato. Alors là, ils ont fait une bonne affaire puisqu'ils ont prolongé le contrat de Bangui Longwane jusqu'en 2027 avec une option pour 2028, donc sur du plutôt long terme, hein, pour la MLS quand c'est des contrats comme ça. L'ailier donc Bangui Longwane qui a prolongé donc à Minnesota. On nous a dit également que Minnesota avait recruté Owen Jenne qui était à l'Amiens SC, donc en Ligue 2. Un transfert d'environ 2 millions de dollars et une signature à l'initiative U22. On arrive du côté de LA. Donc là, on va enchaîner les deux LA. Ils ont bien été actifs, les clubs de LA, cette semaine. Puisqu'on a eu l'info, on va commencer par le LA Galaxy, de la prolongation de contrat de Maya Yoshida jusque 2026. Je vous disais que ça me paraissait étonnant la semaine dernière qu'on n'ait pas de nouvelles de Yoshida, qui est vraiment un cadre de l'équipe. Eh bien ça y est, donc il a prolongé jusqu'en 2026. Le patron de la défense et le capitaine de cette équipe. On a également un autre cadre du vestiaire qui est Zavaleta, qui a re-signé pour une saison. Donc le general manager a dit que c'était comme avoir un coach dans le vestiaire. Donc 2 joueurs expérimentés sur la ligne défensive qui restent au Galaxy. Petit aparté, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai reposté une image de Ricky Puig qui nous montrait sa photo lors de sa reprise post-opératoire avec sa jambe où il s'est fait opérer qui a bien fondu. Donc voilà, Ricky Puig qui démarre sa reprise pour ses croisés. Je pense qu'on ne le reverra pas sur les terrains d'ici le mois de juin. Je pense qu'il en a pour 4-5 mois là maintenant de se remettre en forme et de revenir à un bon rythme. Je pense qu'on reverra le grand Ricky Puig pour les playoffs, je l'espère. J'en parlais également la semaine dernière du côté du Galaxy, c'est Lucas Sanabria. Alors, ce serait un petit peu plus proche de se finaliser selon Will Luntz, qui est le general manager du Galaxy. Il a dit qu'il y aurait un transfert OK d'ici une semaine et que ce serait à peu près 5 millions de dollars. Donc voilà, Lucas Sanabria, le milieu de terrain, va s'engager du côté du LA Galaxy prochainement. On a aussi appris qu'il finalisait l'arrivée d'Elijah Winder qui joue à Louisville City. Donc 21 ans, il a 84 matchs, 11 buts, 3 assists. Donc voilà, un milieu de terrain supplémentaire puisque ils ont perdu Marquis Delgado qui va dans le club rival du LAFC. Alors dans ce transfert, on apprend que le LA Galaxy, il récupère en fait 400 000 gammes, donc un beau transfert intra-MLS. Alors c'est 200 000 gammes réparties sur 2025-2026, 200 000 par saison pour son départ au LAFC. Petit point sur la masse salariale de LA Galaxy. Alors en fait, Will Luntz, donc le general manager, a répété qu'il était totalement contre cette masse salariale encadrée, que ça le gonflait. Et avec le départ en fait de Delgado,
Ils vont libérer quasiment 1 million de dollars entre les gammes qu'ils vont récupérer et son salaire. Donc ça va vraiment leur donner de quoi jouer un petit peu plus sur le mercato. On rappelle, hein, les Galaxy qui a perdu quand même Delgado, Brugman, Riqui Puig qui est blessé. Donc voilà, ils ont intérêt à se renforcer quand même au milieu de terrain. Parce que c'était quand même des joueurs d'expérience qui vont leur manquer. Transition du côté de LAFC, où on a le transfert de Mateusz Bogus du côté de Cruz Azul pour à peu près 9 millions de dollars. LAFC qui a validé l'arrivée de Yo Yeboah, donc depuis Columbus, l'ailier piston, puisqu'il jouait piston avec Nancy. Il signe jusqu'en 2026 avec une option pour 2027. Et je vous disais tout à l'heure que Cincinnati avait récupéré des droits par rapport à Kelsey à Portland. Et bah c'est San Diego qui récupère 50 000 gammes. Puisque eux, en fait, là, ils l'avaient pris lors de la re-entry, ils avaient pris le choix, enfin le droit de négocier avec lui, et donc ils ont laissé leurs droits à LAFC et ils récupèrent 50 000 gammes gratos comme ça. Boa, on rappelle, hein, c'est un joueur qui est un ailier qui est assez intéressant, qui avait marqué le but de la finale en MLS Cup il y a 2 ans lors de la victoire de Columbus. Je trouve que c'est vraiment un très très bon choix de la part de LAFC pour se renforcer sur le plan offensif. Un autre joueur offensif qui fait un peu chier, c'est Christian Oliveira. Alors lui, il a décidé de pas revenir, il s'entraîne tout seul en Uruguay, il veut rejoindre National et il a dit qu'il participerait pas à la reprise de Los Angeles. Bon, le général manager Torrington, il a dit qu'il gérait ce problème en interne, il est pas là, il s'est pas excusé et il s'attend à ce qu'il revienne très bientôt. Le general manager pas trop content, je pense que cette histoire ne sent pas très bon et bon, on verra si ça se décante sur les semaines qui arrivent. Et donc Torrington, le general manager, nous a dit en milieu de semaine qu'il y aurait 2 signatures entrantes qui allaient arriver, peut-être une ou deux en plus d'ici la fin du mercato pour LAFC, mais que ce serait tout pour l'intersaison, qu'il était très content du mercato qu'ils ont fait, qu'ils avaient jamais eu une aussi grosse profondeur d'effectifs à ce moment-là, donc de la pré-saison et pour attaquer la nouvelle saison. Et justement, dans ces jours qui ont suivi, ils ont signé Nkosi Tafari de Dallas, je vous en parlais tout à l'heure, pour 300 000 gammes et un spot international qui vont aller du côté de Dallas. On nous rapporte également qu'ils sont proches de signer donc un latéral gauche U21, donc c'est Artem Smoliakov. Ils ont proposé à peu près 1 million de dollars, et alors que le club du joueur attendait 2 millions. Donc de ce que Torrington a dit, il y a eu Tafari qui a signé, il se pourrait que ce soit le deuxième, qui arriverait certainement pour remplacer le départ de Omar Campos, qui est parti du côté de Cruz Azul, on le rappelle. Torrington, on va terminer avec lui, donc, qui nous a parlé également de Carlos Vela. Carlos Vela, beaucoup se demandent ce qu'il va devenir. Alors, il nous a dit, je cite les détails concernant les prochaines étapes de l'histoire. Je pense que nous aurons quelques annonces à venir indiquant que nous travaillons avec Carlos. Clairement, Torrington nous dit que Carlos Vela devrait revenir cette saison. On rappelle, hein, c'est un joueur qui était revenu la saison dernière au moment des playoffs, qui n'avait pas joué depuis 18 mois, donc un peu hors de forme. Et là, donc, on pourrait revoir Carlos Vela du côté de LAFC la saison qui arrive. On arrive à Seattle. Donc Seattle, on nous a dit en début de semaine que Chivas, donc au Mexique, aurait jeté son dévolu sur Robert Vargas et mais que Seattle est pas du tout vendeur et qu'ils en attendraient pas moins de 10 millions de dollars. Ça me paraît complètement fou, mais voilà. Seattle a clairement dit non, non, il est pas à vendre. Donc, on a un ancien donc de Seattle, un défenseur expérimenté, c'est Kim Ki-hee, qui était du côté d'Ulsan, donc ça y est, il revient aux Sounders. Là, c'est un joueur qui était titulaire en 2018-2019, qui a donc gagné la MLS Cup en 2019 avec Seattle. Il a 65 matchs, 64 titularisations, une MLS Cup, donc voilà, un joueur expérimenté qui connaît la MLS et qui revient dans un club où il a joué. Je pense qu'il arrive pour être le backup de Yemar et Ragun, un peu comme était Nathan, qui n'a toujours pas retrouvé de club au passage. Donc voilà, Kim Ki-hee, qui revient de Ulsan à Seattle. On reste du côté de Seattle puisqu'on va aller vers Portland, voilà, le derby Cascadia Fall. Si vous n'avez pas l'info, c'est Tom Bogert qui l'a démenti, comme quoi il n'y avait pas d'offre et pas d'accord, puisqu'on nous avait dit que Portland, justement, ils avaient eu un accord avec Diego Valdez de Club America et qu'il y avait aussi une offre de 5 millions de dollars qui avait été faite. Donc voilà, Tom Bogert nous a dit non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'accord, c'est pas fait du tout. Et il y a une rumeur qui revient, ce serait David Pereira da Costa, donc qui joue au RC Lens, où Portland aurait fait une offre de 8 millions pour remplacer Evander pour un éventuel départ. Et bien, donc affaire à suivre. Portland ciblerait l'attaquant de Curitiba, Lucas Rognier. Ce serait une initiative U22, donc il a 20 ans, 6 buts, 5 passes D en 35 matchs dans le championnat brésilien. Plutôt intéressant donc pour concurrencer Felipe Mora, certainement sur le front de l'attaque.
Passons à l'Inter Miami rapidement. On nous a dit que Facundo Farias va signer à l'Estudiantes. C'est Gaston Edul, donc le grand ami de Lionel Messi, celui qui lui lèche un petit peu les bottes à tous les râteliers, qui nous le dit. On passe du côté de Salt Lake. Salt Lake, c'est la danse des goalkeepers, puisqu'on a eu Rafael Cabral qui a été officialisé et Sta Edouard, donc de Orlando. Mais on comprend pourquoi, puisque Beavers est parti du côté de Brøndby. Ça y est, ça a été officialisé. Et on nous a dit cette semaine que Zach McMath, en fait, il a subi une intervention chirurgicale sur un des muscles de l'épaule et qui, en fait, il va être absent 3 à 5 mois. Donc voilà pourquoi Salt Lake a donc recruté activement des gardiens parce que Beavers s'en va et McMath va être absent pendant quelques temps. Salt Lake a également signé Ariad Piol, donc qui arrive du MacArthur FC en Australie, donc jeune joueur de 20 ans qui signe jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. En A-League, il a que 11 matchs, mais c'est 4 buts, une passe D, donc voilà, intéressant, un très jeune joueur de ce qu'on m'en a dit, c'est vraiment un très très beau prospect. On arrive à SKC, SKC, je vous en ai dit un petit peu la semaine dernière, pas mal d'infos, comme quoi ça voulait reconstruire. Alors c'est juste une rumeur, mais il ciblerait Manu Garcia, qui joue actuellement en Grèce à Aris. Toutes les parties espèrent bientôt finaliser le transfert. Alors c'est un joueur qui a des sélections avec l'Espagne, il a 27 ans, 4 buts de passe D en 18 matchs dans le championnat grec, donc voilà, affaire à suivre, mais ce sera un joueur qui arriverait au milieu de terrain. On passe du côté de Vancouver, donc Vancouver qui a officialisé le retour en MLS de Jayton Nelson qui jouait auparavant à Toronto. Alors c'est un joueur qui signe jusqu'en 2028 avec une option pour 2029. Il était en prêt en Bundesliga, mais il appartenait à Rosenborg, qui l'avait acheté en 2023, on le rappelle, à Toronto pour 1 million d'euros. Donc c'est un jeune joueur qui a 22 ans, mais qui connaît quand même bien la MLS, puisqu'il a déjà 45 matchs, dont 3 saisons, en fait sur 3 saisons, il a 45 matchs, dont 29 titularisations avec Toronto. On reste au Canada et on va chez nos amis de Montréal. Donc j'ai appris cette semaine avec certains échanges que Nathan Saliba, donc il a eu un intérêt de Copenhague, également de Francfort. Il y a des intérêts en Championship. Donc voilà, Nathan Saliba, je le disais la semaine dernière, qu'il ne voulait pas prolonger du côté de Montréal et il y aurait donc de beaux clubs. Qui seraient intéressés sur lui, dont Francfort est en Championship, mais apparemment, de qu'on m'a dit, lui donnerait sa priorité à Copenhague, voilà. Donc affaire à suivre pour Nathan Saliba, qui est un peu le seul joueur, on va dire, qui a une belle valeur marchande du côté de Montréal. On passe à San José, donc San José qui a pas mal avancé sur son mercato, mais qui devrait normalement perdre Carlos Gruezo, qui va s'engager en Équateur dans la Liga de Kyoto. Ça devrait être un contrat d'1 an qui devrait se ficeler dans les prochaines heures, dans les prochains jours, donc voilà. Et on va terminer donc cet épisode du podcast en parlant d'un nom qui est sorti donc hier le 24 janvier, comme quoi un club de MLS allait faire une offre pour TJ Savanier. C'est Mohamed TER qui a sorti l'info sur Twitter. TJ Savanier qui aurait Aris donc en Grèce qui serait intéressé par lui, mais apparemment un club de MLS va faire une offre pour lui. Donc TJ Savanier, je pense que le divorce est pas loin d'être acté du côté de Montpellier avec ses derniers déboires où en Coupe de France, on le rappelle, où il avait balancé son salaire à un supporter qui l'avait un peu chambré en lui disant ça te fait pas chier de venir perdre au puits, et qu'il avait répondu à 210 000 euros par mois, ça me dérange pas. Donc voilà, il est plus forcément titulaire indiscutable, mais je pense que ça va être un deal assez compliqué. On sait comment est TJ Savanier, et que s'il voit pas son quartier, il a du mal à en sortir. Faire à suivre dans les prochaines semaines, prochains jours pour TJ Savanier. Eh bien écoutez, on arrive au bout de ce podcast. Une grosse actu comme vous l'avez vu sur la MLS cette semaine, le mercato principalement. J'ai essayé de parler un peu de tous les clubs. Certains où il y a eu plus d'activité, j'ai été un peu plus insistant. Et je voulais également vous donner une petite info. Voilà, donc j'ai lancé quelques bouteilles à la mer sur les réseaux en proposant à des joueurs actifs ou d'anciens joueurs de participer au podcast. J'ai eu un retour pour l'instant, donc de la part d'un joueur qui vient de finir sa carrière du côté de l'Atlanta, qui n'est autre que le gardien Quentin Vesberg. Et donc voilà, j'ai échangé un petit peu avec lui. Actuellement, il est encore à Atlanta. Il est pas mal occupé. Voilà, il m'a dit, écoute, je suis ok sur le principe. Donc maintenant, calons une date pour faire ça. J'ai échangé un petit peu avec lui. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dès que l'épisode sera calé pour le faire avec Quentin Vesberg, où je pense qu'on va apprendre pas mal de choses. Personnellement, en tant que supporter d'Atlanta, j'ai vraiment hâte de lui poser des questions sur pourquoi Atlanta a eu ce creux. Peut-être qu'il nous lâchera 2-3 trucs croustillants. Voilà, écoutez, affaire à suivre, je vous tiendrai informé sur les réseaux.
Je vous le rappelle, hein, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, hein, ça permet de le référencer. En tout cas, un énorme merci puisque j'ai un peu fait les comptes, on est à plus de 1200 écoutes sur toutes les plateformes. Et c'est vraiment tout simplement dingue, plus de 200 écoutes par épisode. Franchement, un grand merci à vous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MLS Time. Allez, à bientôt.